donc ouvrir le débat. Monsieur Atangana, je vais commencer avec vous pour parler de ces élections américaines. Avec le grand retour de Donald Trump, l'ancien président américain, on sait que depuis qu'il a quitté le pouvoir, il n'a pas été de tout repos de son côté. Il y a eu plusieurs affaires, bien sûr, montées, d'autres pas de montage, hein, du moins plusieurs affaires contre lui. Eh bien, Donald Trump est donc le grand gagnant, un grand écart quand même avec Madame Harris. Eh bien, Monsieur Atangana, bien, c'est l'Afrique qui nous intéresse ce matin, les élections américaines. Est-ce très lointain, du moins, est-ce que voilà, l'Afrique devrait s'y intéresser selon vous? Parce que d'aucuns estiment que l'Afrique n'a aucun intérêt, que ce soit Monsieur Trump ou alors ça aurait été Madame Harris, les intérêts des Américains auraient toujours été préservés contre l'Afrique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces élections devraient nous parler? Est-ce que la victoire ou le grand retour de M. Donald Trump devrait nous parler? Est-ce que vous pensez que cela pourrait changer ou apporter un changement quelconque dans les relations entre non seulement l'Afrique et les États-Unis, mais aussi dans le positionnement géopolitique aujourd'hui des différents États africains? Oui, c'est une question intéressante, très intéressante. En réalité, elle peut être traitée de deux façons. La première façon, c'est déjà d'accepter un fait. En fait, c'est que les lecteurs américains ne savent pas ce qui se passe en Afrique, pour la plupart, majoritairement. Et ils s'en moquent un tout petit peu. Les lecteurs américains, ce qui se passe en Ukraine, ils entendent parler de loin, mais ce n'est pas sa priorité. D'ailleurs, vous avez suivi la campagne électorale. Je ne sais pas si vous avez retenu des lignes directrices de cette campagne électorale, comme devrait être une campagne électorale. Je ne sais pas si moi j'ai rien entendu. C'était une campagne électorale essentiellement basée sur ce qu'on appelle poliment des attaques personnelles, pour ne pas dire des propos injurieux, des propos pas injurieux au sens profond du terme, mais des propos vides, des propos des attaques sous la ceinture. Mais il n'y a pas vraiment eu comme ce que devrait être une campagne électorale, c'est-à-dire quelqu'un qui porte un projet, qu'il explique à la population pour que la population choisisse. Il n'y a pas ça. Aux États-Unis, il n'y a plus ça. Aux États-Unis, la vie électorale est binarisée entre les républicains et les démocrates. D'abord, ça ne choque même plus personne. Pour être président, il faut être porté par l'un des deux camps. Et c'est ça qui vient d'arriver à Mme Kamala Harris. Oui. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une femme qui n'est pas dans la vie politique, vraiment dedans, donc on n'attend pas, mais qui a remplacé Joe Biden au pied levé. Oui. Et vous êtes surpris des résultats. Moi, je ne suis pas très surpris. C'est une femme, elle a remplacé, et les États-Unis sont quand même un pays comment je peux expliquer ça? Je dirais pas viril, mais c'est pas forcément le pays où on attend à ce qu'une femme soit chef d'État. C'est Oui. pas dans leur mentalité. C'est-à-dire qu'ils viennent des cow-boys, ils viennent de l'extermination de tout un continent. Les femmes, non. Chez eux, non. Les femmes n'ont pas ce genre de réflexe-là, en général. Donc, c'est un pays paternaliste, vous pouvez l'appeler paternaliste, ou alors, moi, je n'appelle pas ça du paternalisme. Mais bon, il faut trouver un mot pour dire comment ils sont. Et là, une femme arrive, qu'on n'attend pas, qui remplace au pied levé un démocrate, Joe Biden, qui se retrouvait là un peu, vous vous souvenez de la dernière élection. Et après après un mandat démocrate qu'on ne comprend pas. Si vous comprenez la politique américaine, moi je vous donne le prix Nobel. Et les résultats sont là. On a l'impression. En fait, Donald Trump incarne aujourd'hui ce que les Américains attendent. Donc, pratiquement, les électeurs américains ne se posent pas de questions sur ce qui se passe en Afrique ou en Ukraine. Ils se seraient intéressés à ce qui se passe en Ukraine s'il y avait eu des cercueils d'Américains revenant de l'Ukraine, comme il y a eu dans d'autres pays, au Vietnam et tout ce que vous voulez. Là, ils se seraient intéressés à ça. Pour lui, tout ça est lointain. En revanche, il ne faut pas oublier que la présence des hommes
ouvre ou ferme ce que j'appelle souvent des fenêtres géopolitiques. Parce que quand vous voyez un Donald Trump, il y a beaucoup plus de chances que la guerre en Ukraine s'arrête avec un Donald Trump qu'avec Kamala Harris. Quand vous voyez un Donald Trump, il y a beaucoup de chances qu'il fasse un repli sur les États-Unis parce que c'est un homme d'affaires, ce n'est pas un politicien naturel. Donc il y a beaucoup de chances qu'il fasse un repli américain. Si on peut s'attendre à ce qu'il y ait autoritarisme au niveau des frontières douanières, au niveau du commercial, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour lui de faire un repli, on peut aussi analyser ce que ça pourrait être ce repli, mais on peut quand même s'attendre à ce que il s'intéresse un peu moins à la guerre en Ukraine. Et s'il s'intéresse un peu moins au conflit en Ukraine, ça risque de se calmer de ce côté-là. Et si ça se calme un peu là, il n'est pas forcément le mec qui est toujours dans la géopolitique dominante comme tous les Américains. C'est l'homme d'affaires qui est en train de se demander comment je fais mon business. D'ailleurs, de quoi il nous parle dans sa campagne? J'ai envie de remettre les frontières douanières. C'est-à-dire qu'il a envie de protéger le marché américain. Bonne idée, mauvaise idée, je ne sais pas. Mais quand on s'appelle les États-Unis, qu'on a fait sa richesse avec les marchés extérieurs, avec sa propre monnaie, je ne sais pas si l'idée est forcément très bonne. Mais en tout cas, s'il le fait, il ouvre une autre fenêtre de compétition. En fait, il est en train de dire aux Chinois, ben, ne vendez plus, je ne vous laisserai plus vendre chez moi. Il est en train de dire aux Allemands, je ne vous laisserai plus vendre, parce qu'il y a un gros déficit commercial entre les États-Unis et l'Allemagne. Je ne vous laisserai plus vendre. Je vais augmenter les droits de douane. Comme ça, c'est là que les produits américains seront compétitifs par rapport aux produits allemands ou aux produits chinois. Le seul problème, c'est qu'il a oublié que les autres pays risquent de faire la même chose. Oui. Si les autres pays font la même chose, ça veut dire que les produits américains ne seront plus compétitifs à l'étranger. Il doit donc compter juste que sur son marché intérieur. Or, les États-Unis se sont toujours enrichis en vendant aux autres. Je l'ai parfois expliqué ici. Si vous regardez la Première Guerre mondiale, c'était les suppliers qui déversaient le marché dans le monde entier, notamment les armes. Et à la Deuxième Guerre mondiale, j'avais d'ailleurs expliqué ici dans une émission qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis possédaient 75% des réserves d'or dans le monde. Parce qu'ils vendaient le matériel et les produits, enfin tous les produits nécessaires à l'effort de guerre. C'est eux qui les produisaient. C'est ça qui a lancé de grosses entreprises comme Ford et tout ça, qui ont commencé à construire des voitures. Bon, au début, c'était des entreprises qui faisaient du matériel, des voitures blindées ou semi-blindées ou des voitures de déplacement. Voilà, ça a permis de doper ce marché-là. Voilà. Donc, s'ils ferment les frontières, on verra ce que ça va donner. Les autres vont réagir. Il faut quand même savoir que la libéralisation des frontières, c'était eux. Ah oui, et les autres se sont adaptés à leur économie, à ce qu'ils ont imposé au monde entier par ce qu'ils ont appelé l'Organisation mondiale du commerce, qui, comme vous savez, ces organisations sont toujours des outils aux mains des États-Unis. Donc on verra ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, c'est que du point de vue géopolitique, c'est quelqu'un qui est moins belliqueux sur les frontières extérieures des États-Unis. C'est parce qu'il n'est pas un politicien pur. Il n'est pas un militaire, il n'est pas... Non, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Donc, il va regarder ça par rapport au business. Donc, pour nous, il y a une fenêtre géopolitique qui va arriver, c'est-à-dire que les tensions dans le monde risquent de se calmer pour qu'il y ait des tensions au niveau commercial. Attention, attention. Je vous ai souvent dit, les tensions économiques ne sont pas souvent très éloignées des tensions militaires. Le monde fonctionne comme ça depuis que le monde est monde. Mais il y a de fortes chances qu'il estime que les tensions militaires dans le monde, d'ailleurs, il menaçait d'ailleurs de ne plus financer l'OTAN la dernière fois qu'il était là, pendant 4 ans. Donc c'est quelqu'un qui, pour nous, c'est une fenêtre géopolitique. Parce que ça va permettre des tensions dans le monde, ça va permettre de nous reconstruire. On va en profiter pour reconstruire nos armées, c'est nécessaire. Je pense que nous devons reconstruire nos armées, et les pays comme l'AES qui reconstruisent leurs armées avec la Russie, donc ils sont capables de se faire des armées solides, sont dans la bonne direction. Nous, pas nous, hein, le Cameroun diversifie un peu ses partenaires,
dans ce monde-là. Et c'est la raison pour laquelle l'armée camerounaise est assez solide. Enfin, quand je dis solide, c'est pas pour faire face à une armée américaine. Mais, en tout cas, au sol, c'est une armée assez solide. Donc, on peut en profiter. C'est une fenêtre géopolitique. Personnellement, ça ne me gêne pas Donald Trump au pouvoir. Il y aura des tensions mondiales qui vont se calmer et puis on aura l'occasion de se renforcer, de se solidifier et de pouvoir préparer les échéances prochaines parce que ce n'est que 4 ans. Et 4 ans après, celui qui va revenir, on ne sait pas. Je sors par là, s'il vous plaît. Merci à vous, Monsieur Atongana. Merci pour votre regard en ce qui concerne cette politique américaine, du moins cette réélection du président, du moins dorénavant, président, dans quelques semaines certainement, au mois, Donald Trump, lorsqu'il prendra officiellement une fois de plus la tête des États-Unis d'Afrique. Monsieur Haïti, peut-être aussi votre commentaire autour de cette élection de Monsieur Donald Trump, le grand retour qu'il signe, une leçon pour l'Afrique? Je ne pense pas. D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais noter ce que je retiens, ce que nous pouvons retenir, n'est-ce pas, de ce processus électoral n'est-ce pas, qui se déroule en ce moment du côté des États-Unis. La première chose qu'il faut retenir, c'est que c'est le mensonge des sondages. Pourquoi vous parlez le mensonge des sondages? Parce qu'au départ, je voudrais faire l'économie, n'est-ce pas, de l'ambiance qui a prévalu avant son retrait, n'est-ce pas, de la course à la Maison-Blanche. Je parle de Joe Biden. Maintenant, je mets mon curseur à partir du moment où Kamala Harris a pris le relais, n'est-ce pas, de la candidature des démocrates. Vous avez les instituts de sondage qui présentaient Kamala comme étant la prochaine présidente noire des États-Unis. Tout à fait. Par la suite, il a été mobilisé des médias, à la fois américains et européens, pour s'engager dans une sorte de communication anti-Trump. Nous l'avons tous observé, la plupart des papiers des médias européens et particulièrement français faisaient plus du Kamala Harris que de Donald Trump, qui était présenté comme un dictateur, comme quelqu'un qui était mentalement instable, qui avait un profil psychologique très dangereux pour diriger la États-Unis. Or, la loi est tombée. Voilà. Donc, on a entendu tout cela. Finalement, on s'est rendu compte qu'en tenez, en lieu et place des projets de campagne, que les Américains étaient en droit d'attendre de ces deux candidats, la campagne a volé quelquefois en dessus de la ceinture. C'est-à-dire que c'était plus une campagne au sens politiquement correct du terme. C'est la première chose qu'il faut retenir. La seconde chose qu'il faut également retenir, là je ne veux pas du personnage, n'est-ce pas, de Donald Trump, qui contre vent et marée est resté déterminé. Il est resté déterminé. Je crois qu'il a dû bénéficier d'une conjoncture favorable de tentatives d'assassinat dont il a fait l'objet. Je crois qu'on fait en sorte que l'Amérique, du moins une grande partie des États-Unis, des Américains, puisse justement lui donner leur suffrage. Au-delà, n'est-ce pas, des questions relatives sur l'immigration, sur les questions migratoires, si vous voulez, sur l'avortement, n'est-ce pas, mais surtout sur les questions liées à la guerre en Ukraine. Je crois que c'est là où il s'est véritablement démarqué, n'est-ce pas, de Kamala Harris, sur les deux problématiques que je viens de convoquer, c'est-à-dire l'avortement, la question sur l'avortement, la question migratoire, et ensuite la question sur l'Ukraine, parce qu'il a également clairement indiqué que 24 heures à son arrivée à la Maison-Blanche, eh bien, il va arrêter la guerre en Ukraine. Il ne va plus donner, les États-Unis ne vont plus donner de l'argent en Ukraine pour faire la guerre. Il va falloir que justement les Européens financent leur défense. Parce qu'ils ne peuvent pas. Je crois que c'est pour cela que vous avez observé cette déferlante médiatique, n'est-ce pas, des opinions publiques européennes
contre la candidature de Donald Trump. La troisième chose qu'il faut également retenir, et là c'est du point de vue de l'Afrique. Oui. Bon, en tant qu'Africain, je ne voudrais pas aller dans les émotions. Nous avons dit sur ce plateau qu'un président américain, quelle que soit sa couleur de peau, qui arrive à la Maison-Blanche, c'est America First. Beaucoup se sont mis, n'est-ce pas, ils sont tombés en transe, j'ai envie de dire, lorsque Obama est arrivé à la Maison-Blanche, oh, enfin un noir à la Maison-Blanche. Oui. Ils pensaient certainement que Obama va leur envoyer des milliards de dollars sur le continent africain. Bien au contraire, c'est sous le magistère de Obama que le continent africain a connu les plus grosses difficultés qu'il n'a jamais connues. Les conflits armés, la multiplication ou la démultiplication des conflits armés, les tentatives de déstabilisation des régimes, l'assassinat de Muammar Kadhafi au nom du pétrole, l'assassinat, n'est-ce pas, de, comment l'appeler? Oui, de Muammar Kadhafi, oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, et en plus de Ben Laden. Ok. L'assassinat de Ben Laden de manière extrajudiciaire, parce que ce sont ces États qui prétendent être respectueux des droits humains, mais vous voyez comment il a été assassiné, Ben Laden. Il n'a pas été jugé. Bref, son procès s'est tenu dans une pièce souterraine à la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Les djihad se sont chargés d'aller le prendre là où il se trouvait et l'ont exécuté avec comme bonus balancé, selon le narratif officiel, sa dépouille dans la mer. Voilà donc le problème. Maintenant, pour revenir à l'essentiel, du point de vue du continent africain, il faut rien attendre des États-Unis parce que partout, surtout les États-Unis, c'est d'abord les intérêts. Les intérêts géostratégiques d'abord. Les intérêts géostratégiques d'abord. Ils ne sont pas là pour vous faire pour vous. Les États-Unis sont présents sur le continent africain au travail des services, c'est-à-dire la CIA, n'est-ce pas, au travers des laboratoires biochimiques ou biologiques, je veux dire biologiques comme dans la plupart des États, au Kenya, au Ghana, au Nigeria. Donc ils sont présents dans ce genre de merde, n'est-ce pas, bon, je voulais dire qu'ils corrélent, ils sont en fait présents dans le cadre des missions clandestines. Maintenant, il y a eu une passerelle qui a été posée par M. Obama, avant lui, ses prédécesseurs, l'AGOA. L'AGOA qui permet justement aux États africains d'exporter vers les États-Unis avec des innovations douanières. Mais sauf que lorsque vous regardez les chiffres, qu'on représente les exportations africaines vers les États-Unis, moins de 2%. Donc, du point de vue commercial, l'Afrique ne peut pas, les États-Unis ne peuvent pas être un partenaire pour le continent africain. Pour le continent africain, oui. Du tout. Pourtant, on brandit souvent justement la carte de l'AGOA pour faire une certaine pression aux États africains. Non, pour faire le chantage. J'aime mieux le terme chantage. Alors que les échanges entre les deux pays, les échanges commerciaux ne représentent rien. D'abord parce que les produits africains ne sont pas compétitifs sur le marché américain, qui est très complexe. Et ensuite, les États africains ont des partenaires commerciaux plus intéressants, comme la Chine, la Turquie, l'Inde et l'Union européenne. Donc, en réalité, les États-Unis peuvent être intéressants pour le continent africain, du moins pour leurs intérêts, pour les intérêts des États-Unis, en matière sécuritaire, c'est-à-dire les activités d'espionnage. C'est pour ça que vous avez des satellites américains, des satellites espions, on s'entend, qui sont constamment présents dans le ciel africain pour espionner justement les activités, pas des terroristes, paradoxalement, mais des armées régulières. C'est ce qui est paradoxal. Et les renseignements collectés, ce n'est jamais au profit des armées des États légalement constituées, c'est beaucoup plus souvent pour leurs officines. C'est important également de le dire. La seconde chose qui peut accessoirement intéresser les Américains sur le continent africain, c'est le pétrole. Oui. C'est du pétrole, point. Donc, en plus, il y a une sorte de
j'ai envie de dire, d'ensauvagement de la perception des Américains, de l'administration Trump vis-à-vis des Africains. Je crois que vous avez entendu parler le narratif des populations africaines et des Haïtiens qui sont des populations de merde. C'est pas moi qui le dis, c'est Trump qui l'a dit. Que les populations haïtiennes et africaines, c'est des populations de merde. Bon, il est coutumier des sorties de plus de cette nature, mais ce qu'il faut quand même retenir à son actif, on espère que ce sera la même chose à son prochain mandat, c'est que sur son premier mandat, le monde n'a pas connu les turbulences actuelles, des turbulences géopolitiques, des turbulences géostratégiques, oui. C'est-à-dire les guerres. Oui. Je crois que pendant les 4 ans que Trump a fait la Maison-Blanche, lors de son premier mandat, le monde a été tranquille. Mais l'autre très tranquille. Au point où lui, Trump a eu même des problèmes avec l'État profond américain. Je parle du club de Bilderberg, le groupe de Bilderberg, le groupe de Davos. Il a eu des problèmes avec toutes, n'est-ce pas, toutes ces officines-là. Parce qu'il a une autre façon de faire les choses. C'est vrai, tout à l'heure, Henri Attenlat a indiqué clairement, c'est-à-dire qu'en réalité, Trump, ce n'est pas un homme politique au sens noble du terme. Trump, c'est un businessman. Oui. C'est ce qui l'intéresse, c'est ce que les États-Unis peuvent gagner. Donc, lui, il estime donc que, même si c'est un peu ambigu comme posture, du côté de l'Ukraine, les États-Unis vont arrêter de financer la guerre, mais continuer à soutenir le massacre d'Israël du côté de Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen et en Iran. Ce qui me semble quand même une posture très paradoxale. Donc, je voudrais sortir en disant que pour nous les Africains, il ne faut pas croire que ce sont les États-Unis qui viendront nous apporter quoi que ce soit. Toute puissance, quelles que soient les affinités qu'on peut avoir vis-à-vis d'elle, vient sur le continent africain pour ses intérêts et non pour les intérêts des Africains. Ce sont les Africains qui doivent construire leur destin, leur avenir, construire leur territoire et non les autres. Et nous pensons avoir de la matière pour cela. Je parle de la matière. La première matière, c'est les ressources humaines, nous en avons. Tout à fait, oui. Allez dans n'importe quel organisme à l'international, vous trouverez les Africains. Très souvent, à qui on a donné une sorte de citoyenneté, soit qui n'ont pas pris la citoyenneté, mais qui travaillent à divers niveaux, y compris à la NASA. Donc, nous pensons que ce qu'il faut à l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas penser que telle administration américaine va apporter ceci sur le continent africain. Ce qui est important du point de vue des Africains que nous sommes, c'est que nous puissions avoir un bon leadership. Que nous puissions avoir un bon leadership en Afrique. Merci à vous, cher monsieur.